Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire informatif sur le programme de soutien à l'entrepreneuriat scientifique des fonds de recherche du Québec. Donc, je me présente, je m'appelle Emiliano Scano, responsable des programmes à la direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels. Aujourd'hui, je suis accompagné par Madame Denise Perus, directrice aux défis des sociétés et au maillage intersectoriel, ainsi que par Madame Audrey Lavoie, technicienne à la coordination et à la gestion des programmes. Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de justement vous informer à propos de ces tout nouveaux programmes de soutien à l'entrepreneuriat scientifique. On regardera donc les grandes lignes du programme, ce qui est attendu par les chercheurs, par les équipes, par les entrepreneurs, et le fonctionnement aussi du processus de soumission des demandes. Donc, bien sûr, vous pouvez poser des questions en écrivant dans le chat ou en levant la main. Je crois que cette fonctionnalité est active, donc il suffit de lever la main et on vous cédera la parole, on ouvrira votre micro pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais commencer en partageant mon écran et je vais en même temps laisser la parole à la directrice, Madame Denise Perus, pour une introduction. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, très contente de voir qu'il y a un certain nombre qui s'intéresse à ce programme, à ce programme de soutien en entrepreneuriat scientifique dédié aux grands défis de société. Donc, d'abord dire que ma direction, la direction des maillages intersectoriels et des défis de société existe depuis 2016. Donc, on est beaucoup tributaire de l'argent qui était dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et d'innovation. Mais avec la nouvelle stratégie, je pense que un programme de soutien à l'entrepreneuriat scientifique va avoir tout son sens et va prendre son ampleur. Donc là, vous avez donc Emiliano qui est beaucoup dédié au programme en lien avec la plateforme de vieillissement, mais aussi le programme Audace. On a aussi Marie-Pierre qui est pas là, Marie-Pierre Cossette, qui était beaucoup dédiée à l'entrepreneuriat scientifique, donc qui a beaucoup réfléchi sur ce programme-là. On a aussi Audrey Lavoie, qui est notre nouvelle, qui est toute nouvelle comme coordonnatrice aux deux opérations, qui a remplacé Madeleine Joseph, pour ceux qui connaissaient Madeleine. Donc, pour vous dire, avant de présenter comme tel le programme, puis c'est tenant et aboutissant, puis un peu les modalités pour que vous puissiez présenter la demande. Donc, peut-être quelques éléments de genèse de ce programme-là de soutien à l'entrepreneuriat scientifique. Donc, je vous dirais qu'à l'automne 2021, on a lancé un pilote qui visait à encourager et à soutenir l'entrepreneuriat scientifique dans le cadre de la plateforme de financement de la recherche intersectorielle sur le vieillissement qui avait été mis en place en 2019. Donc, on a mis ce programme-là, ce pilote-là, dans un contexte de recherche évidemment intersectorielle, puisque c'est un peu notre marque de commerce à la DSMI, mais avec des milieux utilisateurs. Donc, l'idée, c'était de proposer, d'expérimenter un mode de financement qui était quand même inédit, qui mise évidemment sur l'intersectorialité, mais aussi qui rapproche les capacités de recherche des établissements universitaires avec celles dans les entreprises scientifiques au Québec. Donc, à travers ce volet, ce qu'on voulait, c'était vraiment de soutenir des collaborations pour la création, puis c'est important, de nouvelles connaissances scientifiques nécessaires à l'élaboration de solutions concrètes dans le domaine du bien vieillir. Donc, c'est une approche de financement qui permettait aux entrepreneurs scientifiques d'être au cœur de la gestion de la subvention et de la co-direction, ce qui est quand même assez inédit là, dans des fonds de recherche, et l'idée aussi de la co-direction, un peu comme on le faisait avec nos maillages intersectoriels, où on amenait des co-directions entre des porteurs qui venaient de différents secteurs couverts par les fonds de recherche du Québec, à savoir les sciences naturelles et génie, santé et sciences humaines et sociales. Donc, avec cette première édition, on savait qu'il y avait un grand potentiel de tel soutien et de sa formule innovante, ainsi que de l'intérêt et de l'enthousiasme que ce volet a suscité. D'où on s'est dit, on va l'élargir, parce qu'on le faisait en lien avec le vieillissement de la population, mais Dieu sait qu'il y a des appels ou des appels à solutions ou avec des maillages avec des entrepreneurs scientifiques. Donc, dans le cadre du développement durable et de la thématique de la décarbonisation.
autre principe fondateur. Donc, on sait que les chercheurs sont au premier loge dans la production de nouvelles connaissances. De plus, on sait qu'on a un nombre grandissant de ces chercheurs qui se forment en entrepreneuriat, renforçant du même coup la capacité de recherche des entreprises scientifiques québécoises. Puis on sait que ces entreprises sont particulièrement résilientes et créatives pour mener des projets audacieux et des innovations de rupture. Puis je dirais que c'est une réalité qui a été mise en lumière avec le contexte pandémique. C'est pourquoi on a lancé ce programme-là, donc, dans le fond, intersectoriel, mais aussi transversal, puis intermilieu, parce qu'on va chercher le milieu scientifique avec le milieu entrepreneurial, toujours pour susciter des initiatives de recherche qui sont à la fois collaboratives, puis qui répondent de manière proactive, innovante à des défis de société que j'ai soulevés. Donc, dernier point, puis c'est vraiment un programme qui encourage la collaboration entre des scientifiques universitaires et des scientifiques au sein d'entreprises, avec une capacité de recherche accrue pour la création conjointe de nouvelles connaissances, toujours dans cette perspective de créer de nouvelles connaissances pour le bien de la société. Donc, on explore une nouvelle formule de financement, mais aussi on vise sur les retombées, à la fois pour le milieu académique, mais aussi pour le milieu de l'entrepreneuriat, toujours via des projets innovants. Puis finalement, ça permet, comme je dis, de stimuler l'avancement des connaissances, puis l'émergence de nouveaux créneaux de recherche dans l'université, puis de renforcer l'innovation dans les entreprises comme telles. Voilà pour le préambule. Je pense que c'est important. Sachez que c'est un programme qui est quand même nouveau, qui est assez particulier pour des fonds de recherche du Québec. On en est très fiers et je pense que ça a suscité beaucoup d'intérêt. On espère que vous allez proposer en grand nombre. Puis, je vous dirais que par rapport à la première édition de notre pilote, on a un peu assoupli les façons de présenter la demande de façon à ce que... donc, on a essayé d'assouplir de façon à ce que des propositions, puis que, je sais pas, les modalités ne soient pas trop contraignantes par rapport, des fois, à notre système de gestion de subventions. Voilà, donc je vous laisse dans les mains d'Emiliano. Puis évidemment, si vous avez des questions, vous en posez pendant le webinaire, mais par la suite, la date de tombée, si je me rappelle bien, est au début d'août. Donc, profitez-en. Je pense qu'on est très, très ouvert. Petite équipe, mais on répond à vos questions. Voilà. À toi, Emiliano. Merci beaucoup, Denise. Merci beaucoup. Donc, n'hésite pas à intervenir au cours de ma présentation pour ajouter des éléments pertinents. Donc, par ailleurs, Emiliano, j'ai oublié de dire une chose, c'est que j'ai un conseil d'administration, donc je vais quitter entre 9h30 et 9h45. Donc, je m'excuse là, si je vous quitte, mais ça n'empêche pas que notre porte est ouverte pour les questions après coup. Voilà. Excellent, merci. Donc, oui, la date limite pour les programmes, elle est 2 août, mais on va discuter cela. Donc, voici notre plan. Si je suis capable de changer de diapo. Ça ne marche pas, on dirait. Bon, oui, ça marche maintenant. Donc, voici les éléments qu'on abordera dans cette présentation d'aujourd'hui. Donc, les programmes. Donc, c'est un programme qui a été développé par la Direction des défis des sociétés et des maillages intersectoriels, donc la DSMI, au sein des fonds de recherche du Québec. Donc, quels sont les grands objectifs? Tout d'abord, priorité, c'est répondre aux défis des sociétés. Donc, avec ces programmes-là, on va inclure les 3 grands défis des sociétés. Tout d'abord, l'entrepreneuriat et la créativité, qui est un peu les dénominateurs communs
de tout ça. Et deux grandes thématiques, c'est-à-dire le vieillissement d'une part et la lutte contre le changement climatique d'autre part, et avec l'accent donc sur la décarbonisation surtout. Ensuite, l'objectif, c'est d'expérimenter un nouveau mode de financement, donc stimuler une collaboration entre chercheurs scientifiques et entrepreneurs scientifiques via des projets innovants. Donc, on encourage aussi le partage des savoirs et d'outils pour créer des solutions efficace à ces défis des sociétés qu'on vient de mentionner. Et bien sûr, on stimule aussi, on cherche de stimuler la collaboration intersectorielle, c'est-à-dire entre chercheurs qui proviennent des fonds de recherche, qui couvrent des fonds de recherche, des secteurs de recherche différents, donc santé, nature et technologie et société et culture. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour les fonds de recherche du Québec, mais je crois aussi pour d'autres organismes de financement, c'est-à-dire qu'on place les entrepreneurs scientifiques au cœur de la gestion de la subvention, et ces entrepreneurs peuvent être financés directement. Donc, à la différence d'autres programmes par lesquels la subvention passe toujours par les chercheurs principaux, hein, les représentants de l'équipe. Hein. Dans ces cas-là, on peut financer directement l'entrepreneur. Et voilà, donc on accorde un montant directement aux entrepreneurs afin qu'ils puissent ou elles puissent assumer un rôle de liaison avec des chercheurs ou des chercheuses dans les domaines d'où investir, mais aussi de la décarbonisation. Donc, les financements, donc les montants annuels est octroyés est entre $100 000 et $125 000 avec les frais indirects de recherche, les FIR en dessous. Donc, c'est-à-dire que ces $125 000 vont être partagés entre les chercheurs et l'entrepreneur scientifique à part quasi égale. Hein? Donc, on y retournera tantôt sur cela. Donc, les FIR, on a les 27% des dépenses liées. Les dépenses admissibles, ce sont des dépenses liées directement à la réalisation du projet de recherche, incluant la validation, l'intégration de l'innovation dans un milieu utilisateur, etc., etc. Pour les chercheurs principaux, donc pour les chercheurs scientifiques, ce sont les postes budgétaires classiques, hein, qui sont indiqués dans les règles générales communes à la section 8, alors que ces dépenses admissibles changent pour l'entrepreneur scientifique. Hein, et vous pouvez trouver les dépenses admissibles dans la page web des règles du programme, dans la boîte à outils. Hein, vous cliquez sur la boîte à outils et vous allez trouver un PDF qui liste les postes budgétaires admissibles pour l'entrepreneur scientifique ou l'entrepreneur scientifique. Donc, je vois des mains levées, des questions. Je vais prendre vos questions plus tard. Merci. Mais n'hésitez pas à lever vos mains, à écrire déjà des questions dans le chat. Donc, quelles sont les entreprises qui sont ciblées? Donc, les entreprises aussi qui sont admissibles. Donc, une entreprise scientifique est considérée comme une compagnie dûment incorporée qui développe une ou des innovations par une démarche utilisant la méthode scientifique et reposant sur des données probantes afin de valoriser un savoir ou une propriété intellectuelle. Donc, il s'agit ici d'entreprises qui possèdent déjà une propriété intellectuelle et qui veulent contribuer à l'avancement des connaissances liées directement à cette propriété intellectuelle et pour l'améliorer. Donc, c'est des entreprises aussi qui désirent stimuler un domaine de recherche pour diversifier les résultats des recherches publiques susceptibles de renforcer leur capacité de recherche. Et donc, nous n'offrons pas un soutien direct à des projets de maturation ou à l'aide au démarrage d'entreprises scientifiques. Il y a d'autres programmes à cet effet-là. Et très important à retenir que le financement est conditionnel à la signature d'une entente de partage de nouvelles connaissances, incluant une stratégie de valorisation et de transfert des connaissances. Bien sûr, tout conflit d'intérêt potentiel doit être déclaré. Et bien sûr que la recherche ne peut pas avoir comme objectif l'enrichissement personnel
des membres de l'équipe. Et l'équipe s'engage à respecter la politique, bien sûr, sur la conduite responsable des recherches des fonds de recherche du Québec, comme tout programme. Donc, les axes thématiques. Donc, nous avons ces deux grands axes thématiques, donc les vieillissements, donc tout ce qui gravite autour du vieillissement. On a des pistes de recherche prioritaires, donc des pistes de recherche qu'on va prioriser sur d'autres, donc qui sont celles qui découlent déjà de la plateforme sur le vieillissement qui était déjà sous la direction de notre unité. Donc, mieux connaître la cohorte des personnes aînées de 85 ans et plus, appréhender le vieillissement sous l'angle de la trajectoire, depuis une perspective des parcours de vie, maintenir à court, moyen et long terme les personnes aînées dans leur pleine capacité individuelle et collective et vieillir à l'ère numérique. Donc, en ce qui concerne la décarbonisation, donc ici, on touche tout ce qui concerne l'ensemble des aspects de la décarbonisation. Donc, on est ici davantage dans l'atténuation des changements climatiques plutôt que dans l'adaptation au changement climatique, mais bien que ces deux mesures soient liées. Donc, on peut avoir aussi des mesures qui vont favoriser ces deux dimensions-là simultanément. Et donc, nous, on s'inspire dans cela de l'approche éviter, réduire, séquestrer, qui est privilégiée dans les plans pour une économie verte du gouvernement du Québec. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une certaine hiérarchisation des priorités. C'est-à-dire qu'on donne plus de valeur tout d'abord aux projets qui vont contribuer à éviter d'émettre des émissions. Donc, des projets, par exemple, qui vont contribuer à changer les comportements. Ensuite, des projets qui visent la réduction des émissions, donc par exemple avec des procédés plus verts. Et finalement, des projets qui proposent des projets de séquestration ou de capture des émissions. Donc, la composition des équipes, très important. Nous avons deux personnes responsables. D'une part, le chercheur principal ou la chercheuse principale, qui doivent répondre, comme d'habitude, à statut 1, 2, 3 des règles générales communes. Et ensuite, un entrepreneur scientifique ou un entrepreneur scientifique coporteuse. Donc, c'est vraiment la base, c'est ces deux personnes responsables qui partagent la responsabilité de la subvention, la réalisation, le déploiement. Donc, sont vraiment responsables et s'occupent aussi de la reddition des comptes. Donc, ils vont entériner conjointement les rapports exigés selon les termes fixés, donc les rapports finaux, par exemple. Mais en plus de ces deux chercheurs, ces deux coporteurs, on recommande fortement l'inclusion d'un co-chercheur ou d'une co-chercheuse qui provient d'un secteur différent du chercheur principal. Donc, si le chercheur principal ou la chercheuse principale est en santé, mettons, on vous recommande fortement d'inclure un co-chercheur qui vient du FRQNT ou du FRQSC. Ce n'est pas un critère d'admissibilité comme il était avant pour la plateforme de vieillissement. Mais c'est quand même quelque chose qu'on recommande parce qu'il y a un sous-critère qui touche à cela, qui donne des points pour la dimension intersectorielle qu'on va retrouver dans les projets. Et bien sûr, les projets peuvent inclure d'autres co-chercheurs et co-chercheuses ou collaborateurs et collaboratrices à nombre illimité. Je vous rappelle que les co-chercheurs et co-chercheuses doivent être affiliés à des établissements québécois et ont besoin de soumettre un CV, alors que les collaborateurs et collaboratrices peuvent venir de tout coin d'endroits de la planète, mais ils ne doivent pas fournir des CV, mais ils ne peuvent pas se voir transférer de l'argent. Très important, celle-là. Donc, voilà, c'est la composition de l'équipe. Donc, un chercheur principal, statut 1, 2, 3. Donc, aussi alors des chercheurs des collèges, avec ou sans PhD. Ensuite, on a besoin absolument d'entrepreneurs scientifiques, qui doit être engagé à temps plein dans l'entreprise scientifique et doit faire partie de l'actionnariat de l'entreprise à hauteur d'au moins 10%. Naturellement, toutes ces informations-là se trouvent bien détaillées dans les règles du programme sur notre page web. Ensuite, co-chercheurs et co-chercheuses à nombre limité, de tout statut confondus. Donc, il y a aussi certains critères que l'entreprise scientifique doit respecter pour
être admissible. Donc, opérer des activités de recherche à l'interne depuis au moins 2 ans avec l'équivalent d'une personne à temps plein, dédier au moins 50% de ses investissements à la recherche, avoir des revenus annuels de moins de 2 millions de dollars, avoir déjà produit une propre des concepts ayant un souci de l'intérêt pour une commercialisation ultérieure, avoir une stratégie de protection des données en place, avoir développé un réseau d'accompagnement. Et l'entreprise scientifique ne doit pas être inscrite au registre des entreprises non admissibles au contrat public, bien sûr, hein, et ne doit pas avoir des liens de dépendance avec une ou des membres de l'équipe. Participation à plus d'un projet, donc un chercheur principal ou un entrepreneur scientifique coporteur peut déposer une seule demande en tant que coporteur. Mais il peut être inclus dans d'autres demandes comme co-chercheur ou collaborateur. Donc, les co-chercheurs en général peuvent participer à plusieurs, maximum de demandes, pardon, mais un chercheur principal ne peut pas être chercheur principal dans 2 demandes et un entrepreneur coporteur ne peut pas être entrepreneur coporteur dans 2 demandes. Dans plus qu'une demande, voilà. Donc, les critères d'évaluation, j'y vais rapidement. Je vous laisserai les soins d'aller les regarder de manière plus approfondie sur notre page web. Donc, tout d'abord, la pertinence par rapport à l'axe thématique, hein, et l'approche de recherche, les compétences de l'équipe et la contribution des parties prenantes, et on a bien sûr aussi la stratégie de collaboration intersectorielle, donc la co-construction commune, les 2 disciplines différentes contribuent à la conception et au déploiement du projet. Et finalement, les retombées anticipées et la stratégie de transfert. Donc, quels sont les documents obligatoires à joindre à la demande? Tout d'abord, un texte de maximum 4 pages décrivant les projets et l'arrimage entre l'équipe de recherche et l'entreprise. Ensuite, on vous demande un texte de maximum 3 pages qui décrit la capacité de recherche et d'innovation de l'entreprise scientifique. Ensuite, on vous demande un CV abrégé. Donc, ce n'est pas les CV communs canadiens, ce n'est pas des longs CV, c'est les CV abrégés. Vous allez trouver toutes les informations sur la page web. Donc, pour chaque membre, et comme je dis, les collaborateurs n'ont pas besoin de soumettre des CV. Ensuite, pour les entrepreneurs, donc pour entrepreneurs coporteurs, mais il se peut qu'il y ait aussi d'autres entrepreneurs dans l'équipe. Donc, pour ces gens-là, pour ces membres-là, c'est un CV professionnel qu'on demande toujours de maximum 2 pages. Ensuite, les budgets de l'entrepreneur, avec un formulaire qui est disponible sur la page web des règles, mais j'ai oublié peut-être de les mettre ici, mais aussi le budget du chercheur, mais celui-là se trouve automatiquement dans les formulaires web, alors que les budgets pour l'entrepreneur est un document PDF dynamique qui peut être rempli et doit être ensuite joint à ces formulaires-là. Ensuite, 2 pages maximum de justification budgétaire pour chaque budget. Donc, on a le budget du chercheur principal avec des justifications budgétaires de maximum 2 pages. Et ensuite, on a les budgets de l'entrepreneur avec 2 pages de justification budgétaire. Ensuite, les états financiers de l'entreprise des 2 dernières années et les projections financières pour l'année à venir. Lettres aux documents d'appui au projet présenté, par exemple par les utilisateurs potentiels, par un chercheur ou rechercheur reconnu, un mentor, une institution, un partenaire, etc., etc. Maximum 3 lettres. Ce sont des documents, dans ces cas-là, ce sont des documents facultatifs. Si vous en avez, tant mieux. Et s'il y a lieu, les documents à joindre obligatoirement à la section autres documents, il y a des professeurs qui sont sous octroi ou des professeurs qui sont retraités mais qui continuent à faire de la recherche. Donc, on a besoin de lettres de leur établissement qui nous disent que, par exemple, le professeur à la retraite va être appuyé par son département pour toute la durée du financement de la subvention.
Donc, comment on soumet la demande? Ça, c'est extrêmement important parce qu'on a eu déjà dans le passé des cas de non-soumission parce que, à cause des petits oublis. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chercheur principal qui va remplir ces formulaires-là ne transmet pas directement la demande au fonds de recherche. Il transmettra sa demande à son établissement. Et son établissement ensuite va transmettre la demande au fonds de recherche du Québec. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, tout d'abord, il se peut que son établissement ait fixé une date différente de celle que nous avons fixée, qui est les deux août. Hein? Pourquoi? Parce que l'établissement des chercheurs a besoin de temps pour regarder vos demandes, les demandes que vous avez transmises, pour regarder si tout est correct. Et peut-être qu'il va vous l'envoyer parce qu'il manque quelque chose, il manque certains documents. Donc, vous devez avoir le temps pour ajuster votre demande en cas de pépin, par exemple. Et donc, moi, je vous dirais, soumettez votre demande à l'avance à votre établissement gestionnaire. Contactez votre établissement gestionnaire pour leur dire, je viens de soumettre ma demande, pourriez-vous la valider et la transmettre le plus tôt possible au Fonds de recherche du Québec? Parce que dans le passé, c'est arrivé que des chercheurs avaient bel et bien soumis leur demande à leur établissement, mais leur établissement avait oublié de la soumettre au Fonds de recherche ou l'avait renvoyée aux chercheurs qui n'avaient pas eu le temps d'apporter les ajustements requis. Et donc, on se retrouve avec une demande qui n'est pas admissible, donc avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui ont été inutiles. Donc, on veut vraiment éviter cela. Et donc, informez-vous la date limite de votre établissement gestionnaire et rappelez-vous que vous transmettez votre demande à votre établissement gestionnaire, pas au Fonds de recherche du Québec. C'est votre établissement qui va ensuite la transmettre à nous. Et aussi, rappelez-vous que si vous avez des co-chercheurs ou des co-chercheuses, il faut que ces gens-là donnent leur consentement. Ils vont de participer à votre recherche et qu'ils vous envoient leur CV. Sans consentement ou sans CV, ces personnes-là doivent être effacées de la liste. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas soumettre votre demande si vous mentionnez ces personnes-là dans votre demande, mais ces personnes-là n'ont pas donné le consentement et n'ont non plus donné leur CV. Hein? Donc, le secret pour éviter ces problèmes-là, c'est d'être prêt à soumettre 1 ou 2 semaines avant la date limite. Par ailleurs, on a donné beaucoup de temps pour monter cette demande, je pense environ 2 mois pour monter cette demande. Et bien sûr, n'hésitez pas à écrire à moi si vous avez des questions à propos du processus. Donc, je termine avec cela et je vais départager mon écran et on va répondre avec grand plaisir à toutes vos questions. Je vois 10 questions dans le chat, et 4 questions dans questions et réponses. OK. On va regarder tout cela. Donc, j'avais vu aussi qu'il y avait des personnes qui avaient levé la main. Je ne les vois plus. Ben, j'ai commencé avec questions et réponses. Donc, Madame Fonrouge dit, comment définissez-vous l'entreprise scientifique? Je viens de le dire. C'était écrit dans les règles, dans les diapos que je viens de présenter, et aussi dans les règles du programme, il y a une définition d'entreprise scientifique. Coop de solidarité. Donc, Madame Lessard nous dit coop de solidarité et OBNL exclut ou souplesse pour ces points. Il faut vraiment que ce soit une entreprise. Ce n'est pas une OBNL, donc une entreprise à but lucratif. Madame Fonrouge, donc, qui ont déjà des brevets où la protection de l'API s'est faite par des manières plus variées que les brevets. Il y a vous aurez à écrire une stratégie de partage des connaissances. Donc, l'API va rester publique aussi.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, approfondir le sujet de l'indépendance entre les chercheurs et l'entreprise? L'entreprise ne doit pas être l'entreprise d'un chercheur, tout d'abord, et la chercheur ne doit pas tirer profit de cette entreprise-là. C'est l'entrepreneur scientifique qui doit tirer profit de cette entreprise-là. Ensuite, Monsieur Plamondon nous dit quelle est la durée du programme? C'est un an. C'est un an. Ouais. Un instant. Ok, question-réponse, on les a vues. Ensuite, donc, comment définir un entrepreneur scientifique? Est-ce qu'ils ont un PhD? Pas nécessairement, mais ce sont des entrepreneurs qui utilisent les recherches qu'ils ont fait, qu'ils ont mené peut-être une équipe pour leurs résultats, pour les commercialiser, comme élément clé de leur entreprise. Donc, COP et OBNL non éligibles, donc non. Qu'est-ce qu'est la méthode scientifique dans ces contextes? Bonne question, c'est la méthode scientifique. Je pense que nous tous savons de quoi s'agit-il. Donc, utiliser des données probantes pour appuyer ces résultats pour commercialiser une innovation, quelque chose. C'est basé sur la littérature scientifique pour commercialiser des résultats de recherche, etc., etc. Dommage, aujourd'hui, ma collègue Marie-Pierre Cossette ne pouvait pas être là. C'est elle qui est plus spécialiste dans les côtés entrepreneurial. Mais je vous invite à m'écrire si je ne réponds pas assez à vos questions. Écrivez-moi et je vous transférer à ma collègue qui peut vous répondre plus en détail. Donc, on a une question qui dit, au fond, c'est comme une subvention partenariale ou CRSH ou Alliance, CRSNG, mais intersectorielle et avec des thématiques ciblées. C'est avec des thématiques ciblées, mais la différence, c'est qu'on donne de l'argent directement à l'entreprise. Je ne sais pas si ces subventions partenariales dont vous parlez peuvent financer directement l'entreprise. Souvent, les montants, les financements passent pas directement par les chercheurs qui ensuite vont les transférer à l'entreprise. Oui, ce programme s'adresse uniquement au Québec Inc. Ensuite, les chercheurs scientifiques qui veulent se lancer en entrepreneuriat et démarrer leur propre entreprise sont-ils éligibles à ces programmes ou considérés comme un conflit d'intérêts? Non, ils ne sont pas admissibles parce qu'on a dit qu'on ne finance pas des entreprises en démarrage. Et des chercheurs scientifiques qui veulent se lancer en entrepreneuriat, nous, on demande des chercheurs scientifiques qui sont déjà en entrepreneuriat, qui ont déjà un pays. Ensuite, question suivante. Bonjour, j'ai une entreprise individuelle, j'offre des services scientifiques, mais pas un produit. Je suis scientifique, PhD, postdoc. Suis-je considéré comme entreprise scientifique? Je suis scientifique depuis plusieurs années, mais je suis enregistré comme entreprise depuis janvier 2020. Si je ne me trompe pas, il y a un critère que c'est au moins 2 ans d'activité à la clôture du concours. Donc, peut-être regarder un peu cela. Mais je crois que vous seriez admissible si vous utilisez la méthode scientifique pour offrir vos services, pour, comment dire, pour construire votre produit et les vendre, votre service et les vendre. Autrement, cela va être la même chose des chercheurs, exemple CIUS plus université. Donc, ce programme ne va pas changer grand-chose. Non, parce qu'il faut une entreprise.
donc, qu'on va financer directement. Les critères d'être en activité depuis 2 ans, oui, il est un critère d'admissibilité. Oui, vous avez raison, cela ne favorise pas la création de nouvelles entreprises, mais ce n'est pas notre objectif avec ces programmes-là. C'était mentionné qu'on ne veut pas financer les entreprises, les démarrages d'entreprises, pour cela, il y a le ministère de l'économie, ni la maturation ou vraiment la commercialisation. On est vraiment au milieu de la terre réelle. Oui, vous avez raison que le financement au tout début du projet, c'est essentiel, mais ce n'est pas l'objectif de ces programmes. Mais nous prenons bien note de vos commentaires pour améliorer, faire évoluer les programmes. D'ailleurs, ces programmes-là est une évolution d'un programme pilote qu'on avait commencé l'année passée. Donc, c'est aussi un peu nouveau pour nous. Bonne question. Ici, il me demande, dans ces programmes, l'établissement gestionnaire qui transmet la demande au FRQ est-il l'université ou l'entreprise? C'est l'université. Tout à fait. C'est l'établissement du chercheur principal. Le chercheur principal, donc le chercheur, est toujours le responsable, mais il a besoin d'un coporteur entrepreneur. Mais c'est celui, disons, qui va remplir, qui ouvre les formulaires sur le FRQNet. Et qui va remplir, qui s'occupe aussi de demander aux co-chercheurs les CV, etc., etc. Monsieur Raymond, non, l'entreprise ne doit pas fournir des fonds. Il n'y a pas en contrepartie en argent que l'entreprise doit fournir, comme par exemple mi-taxe. Non, l'entreprise ne doit rien fournir. Elle peut recevoir directement de l'argent des fonds de recherche du Québec. Ici, il y a une question qui dit que oui, c'est 125 000 incluant les fils, c'est bien cela. Oui, les fils sont en dessous, sont plus que. On a 27 000 de plus. Audrey, tu me corrigeras si je me trompe. Peut-on acheter du matériel de l'entreprise pour effectuer la subvention? C'est une bonne question. Je crois que cela n'est pas interdit. Mais je pourrais m'informer, je vais vous donner plus d'informations. Vous pouvez m'écrire, écrivez-moi et je vais vous donner plus d'informations. Ensuite, le chercheur ne peut pas être un employé de l'entreprise ou un consultant de celle-ci. Un employé, non. Un consultant, oui, mais il faut que vous montriez que le conflit d'intérêt n'est pas là. Un professeur co-actionnaire minoritaire d'une entreprise peut-il agir comme co-entrepreneur? Non, parce qu'il a des intérêts dans l'entreprise. Ensuite, donc oui, on confirme ici que les MI aident les entreprises en démarrage. Mais c'est vrai que ce serait une bonne idée d'aider à l'essor de l'entrepreneuriat scientifique. Donc, cette question, la subvention est-elle envoyée et... Attends, excusez-moi, j'ai perdu une question. Donc, quelqu'un qui a fait un postdoc de 3 ans, puis s'est enregistré comme entreprise individuelle pour offrir des services scientifiques en un, est-il éligible? Non, parce que l'entreprise doit agir depuis 2 ans, minimum. Ensuite, est-ce que la subvention est envoyée et gérée par l'entreprise? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est la nouveauté. Mais une partie de la subvention. Donc, nous avons 125 000. Hein? Naturellement, les FIR, bon, je recommence, on a 125 000 d'argent, des subventions.
Habituellement, bon, on s'attend que ça soit partagé à partie quasi égale entre l'entreprise et les chercheurs. Hein. Si l'entreprise demande 124 000 $ et les chercheurs juste 1 000 $, vous seriez admissible. Mais quand les comités d'évaluation vont regarder les budgets, disent ce n'est pas faisable cela. Hein. Les chercheurs avec 1 000 $ vis-à-vis 124 000 $ n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre, donc vous ne passerez pas. Hein. Il faut quand même un bon équilibre, il faut le justifier aussi. Hein. Comment vous allez utiliser cet argent-là et pourquoi? Hein. Et naturellement, les FIR concernent uniquement le budget qui est demandé par le chercheur et pas le budget qui est demandé par l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Donc ici, on voit qu'il y a aussi V1 Studio pour le démarrage des entreprises scientifiques. Merci. Est-ce que les CIUS sont considérés comme des entreprises scientifiques? Non, à ma connaissance, non. Non, non, c'est vraiment des entreprises à but lucratif. Ce n'est pas des CIUS. CIUS, c'est des établissements de recherche. Merci pour nous remercie de mettre en place ces programmes-là. Le chercheur qui a travaillé pour l'entreprise pour 2 ans est-il admissible s'il n'était pas payé pour son travail? Oui, on pourrait dire oui, mais peut-être à ce moment-là, écrire qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Contactez-moi, on va regarder cela. Un professeur coactionnaire minoritaire d'une entreprise peut-il agir comme responsable? Non, si c'est le coactionnaire de cette entreprise-là qui fait la demande. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser le budget pour une bourse de recherche pour un étudiant gradué pour 1 an? Oui, bien sûr, du côté du chercheur principal, donc du chercheur scientifique, vous pouvez utiliser l'argent selon les postes budgétaires qui sont prévus dans les règles générales communes des fonds de recherche du Québec. Et donc, vous pouvez bien sûr financer des étudiants. Ensuite, on nous demande l'enveloppe budgétaire. Un instant. Sincèrement, cette donnée m'échappe. Est-ce qu'on l'a écrit sur les règles? Non, mais écrivez-moi. Écrivez-moi, je vais vous le dire combien d'octrois nous avons des disponibles. Parce que ma collègue n'est pas là. On a monté ce programme ensemble. Est-il possible de combiner les financements obtenus avec d'autres programmes, par exemple financer la partie entreprise d'un projet MITAX? Oui, d'habitude, on peut combiner des subventions, mais il faut mentionner si ce même projet-là a été financé aussi par... Il y a d'autres sources de financement. Quelqu'un demande, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Pour être admissible, l'entrepreneur scientifique coopérateur ou l'entrepreneur scientifique coopérateur doit être engagé à temps plein dans l'entreprise scientifique impliquée dans les projets, faire partie de l'actionnariat de l'entreprise scientifique à une hauteur d'au moins 10%. Donc, c'est son travail principal, travailler à temps plein dans cette entreprise-là et possède des actions d'au moins 10%.
Je ne comprends pas. Est-ce que l'entreprise bien financer une personne pour animer un atelier qui sera utile dans le cadre de la recherche? L'entreprise peut financer, oui. Ouais, je vais prendre note de cela. Donc, oui, une entreprise, il faut aller voir les postes budgétaires admissibles dans les règles du programme, mais je crois que oui, qu'une entreprise peut facilement payer quelqu'un, rémunérer une personne qui anime des ateliers. Oui, je prends bien note de mettre dans la foire aux questions les réponses aux questions auxquelles on a répondu en partie aujourd'hui. Donc, celles qui ont posé des questions et qui n'ont pas eu une réponse complète, je les invite à m'écrire et on leur répondra et on mettra ces réponses-là sur le site web des règles du programme. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Fradet. Donc, l'entrepreneur doit être actionnaire. Ce n'est pas le chercheur. Le chercheur ne devrait pas être actionnaire. Il ne doit pas avoir d'intérêt dans cette entreprise-là. Donc, je retourne dans questions et réponses. J'ai répondu. Ah, était déjà dans les questions et réponses, était déjà dans le chat. Donc, une autre question. Est-ce que la partie de la subvention sera versée directement à l'entreprise? Oui. Ou l'université devra rendre compte de cette partie? Non. L'université rendra compte uniquement du budget du chercheur principal. L'entreprise gère son argent de manière autonome. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Donc, une autre question, un chercheur ou une chercheuse qui travaille dans une entreprise à temps plein, mais n'a pas d'action, ne peut pas être co-payé. Non, ne peut pas être entrepreneur porteur, parce qu'il n'est pas entrepreneur. Il travaille dans une entreprise scientifique, mais il n'est pas entrepreneur. Donc, moi, je ne vois pas d'autres questions. Faut-il avoir un compte bancaire au nom de l'entreprise? Audrey, serais-tu m'éclaircir à ce sujet? Je crois que oui, étant donné que c'est ça, l'entreprise doit envoyer un spécimen de chèque au nom de l'entreprise pour que les versements puissent se faire. On pourrait valider avec le service des finances, mais je crois que oui. Alors, si vous voulez des réponses sur 100%, écrivez-nous et on va vous répondre avec grand plaisir. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi dans les prochains jours, les prochaines semaines à nous écrire. On va vous répondre avec grand plaisir. On va aussi ajouter des réponses aux questions, à la fois aux questions en fonction des courriels que vous nous allez nous envoyer. Donc, comment nous joindre? Allez sur le site web du programme et il y a mon contact. Donc, il y a mon adresse courriel. Donc, vous pouvez m'écrire sans problème. Il y a aussi mon numéro de téléphone.
vous pouvez m'appeler et on va vous répondre avec plaisir. Si c'est une entreprise scientifique, les comptes bancaires peut être au nom de la personne, je crois que oui. Mais avant, dans les semaines, dans les jours suivants, écrivez-nous, posez-nous questions par courriel, qu'on va transférer ça aux finances et on va voir, on se consulte à l'interne et on vous revient avec des réponses exactes à 100%, parce que comme je vous dis, on est un peu dans l'inconnu. On cherche d'innover avec nos programmes, donc c'est nouveau pour nous aussi. Donc, plus tôt vous posez vos questions et plus tôt on peut vous répondre, donc plus tôt vous pouvez ajuster votre demande et être prêt pour la date limite. Donc, moi, je ne vois plus de questions. Donc, peut-être que je vais arrêter là ce webinaire. Donc, un grand merci d'avoir participé. Par ailleurs, nous allons donner aussi un autre webinaire. Notre webinaire le 16 juin, toujours à 9 h. Donc, si on n'aura pas répondu d'ici là à vos questions, je vous donne rendez-vous au 16 juin. Je vois ici, avez-vous fait la promotion de ces programmes dans les milieux des affaires? Oui, aussi, oui. C'est pas moi qui s'occupe de cela, mais les coms aussi, mais on passait de faire une nouvelle vague de promotions dans laquelle on mettra aussi les liens à ces webinaires-là. Parce que ces webinaires-là vont être disponibles dans environ quelques jours sur la page web des règles du programme. Donc, le webinaire, la vidéo et la présentation PowerPoint vont être disponibles dans la page web, donc pour plus d'informations. Et donc, la meilleure manière aussi pour avoir des informations, c'est de m'écrire ou de m'appeler par téléphone. Donc, sur cela, moi, je vais clore ce webinaire. On ne trouve pas les formulaires en ligne, les formulaires ou les règles. Écrivez le programme de soutien à l'entrepreneuriat scientifique, Fonds de recherche du Québec. Et les formulaires, l'exemple d'un formulaire se trouve dans la boîte à outils. Et il y a une boîte à gauche dans les règles, une boîte, si je ne me trompe pas, à gauche, des questions, oui, des questions, mais voilà. Donc, on ajoutera aussi la formule de questions si, suite à la réception de vos questions. Donc, je vais clore ce webinaire-là. Je vous remercie d'avoir été si nombreux à participer à ces webinaires-là. Donc, nous, comme le disait la directrice, Madame Denise Perrus, on espère d'avoir beaucoup de demandes, la soumission de beaucoup de demandes de qualité. On veut avoir un programme, une bonne compétition parce qu'on vise l'excellence toujours avec ces programmes-là. Donc, un grand merci. Si vous avez des questions, écrivez-moi et nous, on se voit le 16 juin pour un nouveau webinaire, mais on va parler des mêmes choses. Peut-être on va répondre plus à vos questions. Donc, un grand merci. Merci Audrey d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.